nous allons entendre Maître François Sureau, qui représente la Ligue des droits de l'homme, partie intervenante. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, ces lois d'exception sont des armes terriblement dangereuses. On les bâcle sous prétexte d'atteindre une catégorie d'hommes spécialement en but à la haine ou à la terreur du public, puis on glisse sur une pente presque irrésistible. Il est si commode, d'interprétation en assimilation par d'insensibles degrés, d'étendre les termes d'une définition élastique à tout ce qui déplaît, à tout ce qui, à un moment donné, pourrait effrayer le public. Or, qui peut s'assurer d'échapper à cet accident? Ces mots ont été écrits par Francis de Pressensé, ce diplomate converti au dreyfusisme qui fut le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, après le vote des 3 lois de 1893 destinées à réprimer les menées anarchistes et qui sont passées à la postérité sous le nom de loi scélérate. Par vanité ou par amnésie, notre époque ne se fit guère au précédent. Notre législateur aurait pourtant dû s'y reporter. Il aurait trouvé les mêmes textes, qu'on croirait écrits par les mêmes bureaux, demandés par la même opinion, les mêmes juges et la même police. Et encore la loi la plus dure, celle du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs, qui est, si je puis dire, la mère de celle dont vous êtes saisi, va-t-elle nettement moins loin? Elle aussi veut traiter le cas du loup solitaire anarchiste, mais il existe davantage de preuves tangibles d'adhésion effective que n'en requiert le texte actuel. Si bien que vous avez à statuer sur une loi de circonstance pure et parfaite, qui renvoie dans l'archéologie de la répression ces lois de 1893 qui avaient si fort indigné Léon Blum, qui écrivait alors sous pseudonyme dans la Revue Blanche ces mots qu'il est étrange de relire aujourd'hui. Tout le monde avoue que de telles lois n'auraient jamais dû être nos lois, les lois d'une nation républicaine, d'une nation civilisée, d'une nation probe. Vous avez à statuer sur une loi qui, bien loin de se fonder sur aucun principe, les répudie tous ensemble, parce qu'elle veut simplement tracer ce pointillé autour du mal terroriste, selon lequel la police et la justice pourront ensuite découper la poursuite. Et qu'importe si, après cette opération, il reste au centre du tableau un vide constitutionnel où le pire pourra s'engouffrer, les grands principes ayant disparu dans l'exercice. Les nouveaux articles 421.2.6 et 421.5, et surtout le 421.2.6, sont tout entiers inspirés par la même démarche casuistique que celle de 1893, une démarche qui consiste à réprimer les auteurs d'actes terroristes, et l'on sait parfaitement lesquels, mais sans les décrire et sans les nommer, et à paraître organiser ce dispositif sans manquer à nos idéaux. À la fin, le législateur, par un système dont la cautèle saute aux yeux, a permis un contrôle social si vague qu'il est pratiquement totalitaire. La loi, écrivait Léon Blum à l'époque, avec sa cruauté intacte, a conservé son caractère d'hypocrisie équivoque qui y a volontairement introduit le gouvernement. Il suffit de lire ces articles, et d'abord le 421.2.6, pour voir qu'il est, comme on dit dans les films, inspiré de faits réels. Le législateur n'a posé aucun principe. Il a pris, ou plutôt l'administration lui a fourni, des cas pratiques d'attentats et les portraits de leurs auteurs. Et sur ce canevas, il a brodé ce dispositif. Avant de le décrire pour ce qu'il est, je voudrais tout de même faire remarquer combien il est paradoxal que ce genre de texte passe pour permettre une victoire contre le terrorisme islamiste, alors qu'il en est tout de même le contraire, une abdication, une soumission totale, plus saisissant encore par son excès même au mode de pensée des adversaires de nos mœurs. Il aura donc suffi de quelques attentats pour qu'un Parlement français répudie notre tradition et, plutôt que de pousser l'administration à plus d'efficacité, abdique les libertés du citoyen. La rédaction même dégagerait un fort effet de comique burlesque si les conséquences n'étaient pas si graves. On fait semblant, à l'aide du vocabulaire technique habituel, d'établir des règles alors qu'on passe un calque sur le réel. Le champ répressif est ouvert, mon confrère l'a rappelé, par le fait de préparer la commission de l'infraction, jointe à la vague intention de passer à l'acte. Rien de plus grave, ni de plus incertain. Après quoi, il suffit d'énumérer les fameux faits matériels. Détenir un couteau, une fourchette, pratiquer le karaté, et naturellement surfer sur Internet si vous n'aviez pas, voici quelques semaines, mis un coup d'arrêt à ces errements. Et qui sera réputé se préparer et avoir l'intention? On le sait bien, et l'examen des 6000 perquisitions administratives réalisées sous l'empire de l'état d'urgence le montre. Et je ne pense pas que vous puissiez détourner le regard de ces faits gênants. Il y a fort à parier que le marquis de Chasseloup-Laubat, s'entraînant à l'escrime dans l'espoir de perfectionner son fameux traité, ne sera pas réputé a priori coupable de vouloir dynamiter Notre-Dame. Mais il est sûr que Mouloud, s'il coupe sa viande avec autre chose qu'une cuillère en bois, est inscrit à une salle de boxe et surfe malencontreusement sur Internet, aura toutes les peines du monde à se défaire de son filet jeté sur lui. Et il lui faudra, on le sait bien, apporter la preuve inverse devant la police et les juges, s'humilier, protester qu'il est un Français comme un autre. Je ne pense pas que les concepteurs de ce texte l'aient ignoré.
Et c'est la raison pour laquelle sa lecture fait naître, je n'hésite pas à le dire, un vif sentiment de honte. Mais au-delà, il fait naître aussi un vif sentiment de stupeur chez tous les Français sans distinction d'origine, qui se verront bientôt, par crainte de la police et du juge, assignés désormais à la blédine plutôt qu'à la viande, à la cuillère en bois plutôt qu'à l'opinel, à la pétanque plutôt qu'à la savate. Et c'est cela, en vérité, qui se cache derrière les discussions techniques sur le vague des faits déclencheurs, l'imprécision des critères et l'impossibilité des contrôles effectifs. C'est toute une société qui bascule sous la coupe des corps d'État qui avait pour but de lui procurer la sûreté et qui, désormais loin de la servir, se la subordonne pour mener un combat chimérique. Ce combat n'est pas chimérique à cause de ses buts, qui sont éminemment respectables. Il l'est à cause des moyens qui s'y trouvent employés. Et au-delà même du texte, il me semble relever de votre office de rappeler au législateur que sa mission n'est pas de se faire la chambre d'enregistrement des instruments publics d'une répression nécessaire, mais qui ici se trompe entièrement d'objet. Et qu'on n'aille pas dire que l'honneur est sauf, puisque toute cette activité répressive se trouve placée sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés. Gardien des libertés, le juge judiciaire ne l'est que pour autant que les droits constitutionnels lui sont rappelés de temps à autre, et par vous en premier lieu. C'est notre grand avantage sur nos devanciers de 1893 que de pouvoir plaider devant vous. Le juge, même le mieux intentionné, ne peut garder aucune liberté qui soit à partir de l'intention sans preuve ou de la, je cite, préparation à la commission d'actes terroristes. Et si vous manquez à le lui rappeler, il sera tout autant gardien des libertés qu'en son temps Anatole Debler, au pied de sa funeste machine, aurait pu être qualifié de gardien de la vie. De cela, aucun de nos prédécesseurs, et même les plus répressifs, n'a été ignorant. Ni Bouchardon, le magistrat instructeur des procès de la Grande Guerre et accusateur de Laval, déplorant dans ses mémoires l'insuffisance des garanties dans les procès criminels, ni l'avocat général Servan, qui ne passerait pas de nos jours pour un humaniste, et qui, cité par Hugo vers 1830 sur une question absolument analogue, disait « Nos lois pénales ouvrent toutes les issues à l'accusation et les ferment presque toutes à l'accusé ». Nous apprenons Voltaire à l'école, et les juges moitié singes et moitié tigres dont il parle à propos de l'affaire Calas, et nous voilà, finissant par leur remettre aveuglément dans le demi-silence de lois analogues à celles dont vous êtes saisis aujourd'hui toutes nos libertés. Cela n'est ni possible, ni cohérent, ni raisonnable. En dehors des lois scélérates, le texte qui vous est soumis ne comporte qu'un autre précédent, bien plus ancien, la célèbre loi des suspects du 17 novembre 1793. Et je prends à tâche aujourd'hui de la réhabiliter devant vous, après avoir vu les horreurs de l'article qui vous est déféré. Elle, du moins, avait le courage de la précision. Les ennemis de la République y étaient nommés. Et certes, on imposait aux suspects, parents d'émigrés par exemple, d'apporter la preuve de leur attachement à la République, ce qui est fâcheux, mais du moins des critères précis étaient-ils prévus, et pouvaient-ils s'exonérer par la production d'un certificat de civisme. Il n'y a rien de tel aujourd'hui, où des magistrats et des policiers, généralement aimables pourtant, défilent devant les commissions parlementaires pour les prier de les soutenir dans ce qu'ils nomment leur combat, et réclament pour l'essentiel, avec la voix d'Hébert et du père Duchesne, que des possibilités illimitées leur soient offertes. Le discours du temps tient tout entier dans cette formule que critiquait Hugo, selon laquelle une société ébranlée a besoin de ces accommodements pour se maintenir. Mais c'est une illusion dangereuse, parce que ce que montre la mécanique du texte, c'est que les accommodements ne maintiennent rien, et davantage achèvent, mais sur une large échelle, l'œuvre de destruction commencée par les terroristes, et qui n'aurait aucune chance de succès si, par un paradoxe accablant, nous n'étions pas venus à leur prêter nous-mêmes la main. Ce n'est pas à dire qu'il suffise d'une exception pour nous détruire dans notre être politique. Et là-dessus, dans la fameuse controverse, c'est certainement Maritain qui a raison et pas Mauriac. Mais la disposition qui vous est déférée aujourd'hui va très au-delà de l'exception. Elle ne suspend pas temporairement ces principes fondateurs que sont la liberté d'opinion ou le principe de l'égalité des délits et des peines. Elle les fait tout simplement disparaître. On habillera ces constructions de tous les euphémismes techniques, de tout le jargon professionnel qu'on voudra, elles n'en restent pas moins, sous ce rapport, profondément nihiliste. Et on ne sait trop ce qu'il faut blâmer de la naïveté, du cynisme ou de l'inattention des successeurs de ces Floquet, Dubost et Antonin Dupuis qui indignaient si fort Léon Blum. Sans doute, les mieux inspirés de nos législateurs, lorsqu'ils votent ces textes, se rassurent en pensant que tout ça n'aura qu'un temps. Je crains fort qu'ils ne s'abusent. Les atteintes sont si profondes qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Elles dureront après que le dernier islamiste aura été arrêté. Elles s'appliqueront selon les humeurs du temps à d'autres objets de la vindicte générale, et peut-être cette vindicte sera-t-elle alors moins justifiée qu'aujourd'hui. Les principes ne sont pas comme des barrières qu'un chef de gare parlementaire pourrait lever ou abaisser à son gré.
Et ici d'ailleurs la métaphore clinique est plus utile que la métaphore ferroviaire, parce que corrompre les principes, c'est introduire dans notre vie collective un ferment de décomposition dont nous ne connaissons pas l'antidote, ou plutôt si nous le connaissons, l'antidote c'est vous. C'est bien parce qu'ils ont voulu que soient tracées des limites infranchissables que les constituants ont écrit ce magnifique préambule de la Déclaration relatif à l'oubli et au mépris des droits imprescriptibles de l'homme, dont les conséquences sont si graves qu'il fallait bien qu'un texte les rappelât aux gouvernants afin que personne ne puisse s'y tromper. Une telle attitude ne procède pas de je ne sais quel idéalisme niais, mais du plus grand réalisme qui soit. On le voit bien aujourd'hui, où nos principes les plus éprouvés sont prêts de céder alors même que nous ne connaissons ni la guerre ni l'occupation étrangère. Je voudrais insister sur un second point. La disposition qui vous est déférée n'a pas seulement pour effet de suspendre nos libertés politiques en les subordonnant à ce que la doctrine a pu appeler, pour la stigmatiser d'ailleurs, la doctrine pénale de l'ennemi. Elle va beaucoup plus loin et atteint dans son fondement même l'idée fondatrice de notre droit pénal, qui a été rappelée par mon confrère et qui est qu'avant l'acte criminel, il n'y a rien. Bien sûr, lorsque l'acte est commis, on recherche l'intention. Mais avant qu'il soit commis, au moins dans la forme du commencement d'exécution, il n'existe que des citoyens comme les autres, des citoyens innocents. Rompre avec cette conception, c'est faire de tout citoyen un délinquant, un criminel en puissance, c'est organiser la société précaire du soupçon, de la surveillance et demain de la rétention généralisée, ou pire encore. On reste stupéfait par la facilité avec laquelle le législateur a cru pouvoir s'écarter du seul principe qui garantisse de manière absolue notre dignité de personne. Pendant 40 ans, dit le coupable de la lettre à mon juge de Simon, pendant 40 ans, comme vous, comme les autres, j'ai été un homme libre. Personne ne se doutait que je deviendrais un jour ce qu'on appelle un criminel. Autrement dit, je suis en quelque sorte un criminel d'occasion. Tout notre droit criminel, depuis le Moyen-Âge, repose sur cette idée du criminel d'occasion, qui seul garantit nos libertés. Et voici qu'on nous propose soudain de l'abandonner comme surpris au coin d'un bois. Et ce n'est pas tout de traiter avec mépris, comme on le fait parfois, de droits de l'homiste, tous ceux qui n'ont pas renoncé à l'espoir d'une société juste. Encore faudrait-il avoir lu les bons auteurs et compris qu'ils avaient, en leur temps qui n'était pas moins difficile que le nôtre et moins dangereux, prévu ce qui nous arrive aujourd'hui. Hugo, plaidant tout à l'heure, je l'ai cité, pour la liberté d'opinion, s'élevait contre les esprits forts qui écartent en un revers de main, je cite, ces démagogues qui s'appellent Beccaria, Montesquieu, Turgot et Franklin, et que l'on nous permettra, je l'espère peut-être, quelles que soient les dispositions votées par notre Parlement, de continuer à préférer aux substituts Pinard et aux capitaines Hurluret. Face à ces atteintes, la défense du gouvernement, dont il est assez difficile de savoir ce qu'il déplore et ce qu'il approuve, et fait souvent de lui le disciple des mystères de Cocteau, paraît d'une insigne faiblesse. Le gouvernement relève d'abord la particularité de l'acte terroriste. Mais il n'y a pas de particularité par nature de l'acte criminel. La démocratie, c'est son essence, réprime les actes qu'elle prend à tâche de nommer en fonction de ses seuls principes. Le Parlement, par conséquent, n'est pas une chambre d'enregistrement des désirs professionnels de la police et des juges. En juger autrement, c'est subordonner la République à ses ennemis et leur conférer une dignité conceptuelle qu'ils ne sauraient avoir. Aussi bien d'ailleurs n'y arrive-t-on jamais entièrement, du moins tant que les principes n'ont pas disparu. Alors on ruse, on essaye de contourner. Et à la fin, ni les principes, ni l'efficacité n'y trouvent leur compte. Lorsque le Parlement a réintroduit, quelques heures après que vous l'ayez annulé, la disposition relative à la consultation des sites terroristes, il n'a pas seulement donné un témoignage éclatant du mépris dans lequel il tient en ce moment votre office. Les débats devant la commission mixte paritaire étaient plus intéressants encore. Ce n'était que travail de bureaucrates, essayant de nommer, de redéfinir, de contourner, afin d'éviter une censure ultérieure sans rien changer au fond, et sans que personne, je dis bien personne, le journal officiel en fait foi, ne s'interroge jamais ni sur les principes, ni sur le raisonnement qui avait en profondeur motivé votre décision. Le deuxième argument du gouvernement, qui reconnaît volontiers que sa liste à la Prévert de faits matériels ineptes, innocents en eux-mêmes, ne suffit pas, c'est qu'il faut que l'intention soit prouvée. Mais comment le serait-elle avec cette certitude? Des faits matériels inexistants et une intention vague, là-dessus, on n'en saura pas davantage, et il faudra bien s'en remettre au juge, qui sera, on s'en doute, fort satisfait d'exercer un arbitraire qu'il a, en pratique, sollicité et obtenu du Parlement. Je voudrais, pour conclure, laisser de côté cette technique qui nous est à tous trop familière, et les figures obligées de la rhétorique constitutionnelle. Tout le monde sait que ce que vous conduisez n'est pas un exercice d'équilibre entre les droits du Parlement et la volonté des constituants, ou plutôt que si c'en est un, vous vous inspirez pour trouver ce point d'équilibre d'une véritable philosophie de nos droits. Si on la prend un peu loin, dans son origine même, cette philosophie comporte 3 piliers. Le premier, c'est la souveraineté du peuple constituant dans la définition de ses droits imprescriptibles qui sont les siens.
Le second, c'est la liberté d'être, c'est-à-dire de penser, d'opiner ou d'agir, jusqu'à ce qu'on commette le mal, à condition que celui-ci ait été défini d'avance par la loi. Et le troisième, c'est que le citoyen ne peut être poursuivi qu'à raison de l'acte qu'il a commis, sans quoi, et ni les grands mots belliqueux de l'état de guerre d'un côté, ni les litotes techniques de l'autre n'y changeront rien, le citoyen n'est qu'un esclave de l'État, maintenu dans la soumission par le jeu sans contrôle possible de ses institutions répressives. La disposition qui vous est soumise ruine ensemble et simultanément ces trois piliers, calqués sur les faits, oublieuse des principes. Elle définit la répression non pas par ce qu'elle doit être, mais par la pratique des ennemis de la démocratie, leur assurant ainsi une formidable victoire sans combat. Dans cette mesure même, elle introduit la collectivité des citoyens libres dans un univers pré-totalitaire où les vies, les opinions, les modes d'être seront soumis à l'arbitraire des juges de l'intention et de la préparation de l'acte. Enfin, en faisant reculer jusqu'à un point imaginaire la définition de l'acte criminel, elle nous expose tous, en réalité, à la perte de l'innocence civique. De telles dispositions sont, à l'évidence, inacceptables. Elles le sont d'autant plus qu'elles participent d'un mouvement auquel le terrorisme sert de prétexte et qui a commencé bien avant lui. Elles le sont parce que les dégâts causés à notre philosophie du droit ne sont pas réparables. On croirait parfois que nos législateurs assimilent la liberté à la queue du lézard. Mais les libertés, elles, ne repoussent pas. Elles peuvent revenir lorsqu'on les suspend, mais non lorsqu'on introduit dans le droit des dispositions qui les atteignent dans leurs principes mêmes et qui les annulent. Ces principes, vous les avez rappelés par votre décision récente sur la consultation des sites terroristes. Il n'a été tenu, c'est peu de le dire, aucun compte de la décision que vous avez rendue. Nous en sommes au même point qu'avant cette décision, exposés au même péril. Et pourtant, tout le monde s'attend à ce que vous ne déclariez pas inconstitutionnelle cette disposition comme vous l'avez fait de la précédente, comme si l'on vous pensait disposé à vous satisfaire d'un premier coup d'éclat aux effets aussitôt annulés. Parce que j'ai lu avec attention votre première décision, je n'en crois rien. Et avec moi tous les amis des libertés publiques qui attendent de vous ce que dans notre pays, aucune institution sauf la vôtre ne leur donne plus, l'amour de notre tradition nationale, qui n'a pas traversé les guerres et l'occupation étrangère pour échouer devant les menées de quelques centaines de criminels navrants, et l'espoir, enfin, que le rêve de notre liberté ne s'est pas dissipé dans le fracas des attentats et le murmure des délibérations parlementaires. Ainsi, par ma voix qui croyait le bien, sans que cet aveu ne comporte aucune coquetterie, regrette d'être trop faible pour aborder des questions aussi graves que celles que vous avez à juger aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme vous demande de déclarer les dispositions en cause contraires à la Constitution. Merci, maître. Nous allons maintenant entendre M. Potier pour le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente question conteste l'article 421-2-6 du Code pénal qui définit le délit d'entreprise individuelle terroriste et le dernier alinéa de l'article 421-5 qui définit les peines applicables à cette infraction. Il est reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de légalité des délits. Sont également invoqués le principe de nécessité des délits et des peines ainsi que le principe de proportionnalité des peines. Si ces autres principes sont mobilisés au soutien de la même critique de l'imprécision dont seraient entachées ces dispositions, ils tendent plus fondamentalement à remettre en cause le principe même du délit d'entreprise terroriste individuelle. Je m'attacherai donc d'abord à souligner que le délit d'entreprise terroriste individuelle répond à une nécessité, pour faire apparaître ensuite qu'il n'a été défini en des termes qui sont suffisamment clairs et précis. Les dispositions contestées ont pour origine la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Jusqu'alors, l'efficacité de la politique française de prévention et de répression du terrorisme était en grande partie due à l'existence de l'incrimination d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévue à l'article 421-2 du Code pénal. Mais selon un constat largement partagé, l'évolution récente de la menace terroriste conduit à ce que des personnes isolées commettent ou préparent de plus en plus fréquemment des actes violents de nature terroriste au moyen de modes opératoires plus élémentaires. La législation jusqu'alors applicable, liée à la notion d'association de malfaiteurs, est ainsi apparue insuffisante pour appréhender la situation de ces terroristes agissant seuls. C'est pourquoi le législateur a créé, par les dispositions présentement contestées, un nouveau délit obstacle qui permet d'incriminer également la préparation individuelle de certains actes de terrorisme.
Le principe de nécessité des délits des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur réprime comme acte de terrorisme les entreprises terroristes, même lorsqu'elles présentent un caractère individuel. La notion d'entreprise terroriste individuelle n'est d'ailleurs pas une création nouvelle, puisque la loi du 9 septembre 1986 avait déjà dicté des règles particulières pour certaines infractions commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Disposition que vous aviez alors jugée conforme à la Constitution et conforme au principe de l'égalité des délits. Le principe de nécessité des peines et des délits ne s'oppose pas non plus à ce que le législateur réprime la participation aux actes préparatoires à certaines infractions, notamment de violence aux personnes, selon les termes de votre décision numéro 2010-604 DC. Vous en avez jugé ainsi en particulier pour l'incrimination prévue à l'article 222-14-2 du Code pénal, que vous avez déclaré conforme à la Constitution. Il s'agit d'une incrimination par laquelle le législateur a entendu réprimer certaines actions préparatoires à des violences volontaires contre les personnes, à des destructions ou à des dégradations de biens que des personnes réunies en groupe projettent de commettre. De même, la répression de la préparation des actes de terrorisme ne peut être regardée comme contraire au principe de nécessité des délits et des peines, non seulement quand cette préparation est le fait d'une entreprise collective, mais aussi le fait d'une entreprise individuelle. En outre, si le législateur a rendu applicable l'incrimination d'actes préparatoires aux entreprises individuelles, il en a cependant restreint le champ d'application à 3 autres points de vue. Dans votre décision 2010-604 DC, jugeant conforme à la Constitution l'incrimination prévue à l'article 222-14-2, vous avez admis, premièrement, que l'incrimination d'actes préparatoires n'avait pas nécessairement à être limitée aux atteintes aux personnes, mais pouvait également être applicable aux dommages aux biens. Deuxièmement, que la préparation de ces infractions pouvait être caractérisée, le cas échéant, par un seul fait. Et troisièmement, que ces faits n'avaient pas nécessairement à être accomplis par l'auteur lui-même, mais pouvaient être seulement connus de lui, dès lors qu'il est établi par ailleurs que cette personne a sciemment participé à un groupement et qu'elle l'a fait en vue de commettre des violences contre les personnes ou des dommages aux biens. En l'occurrence, les dispositions contestées limitent à ces 3 points de vue le champ d'application de l'incrimination d'actes préparatoires. Premièrement, les actes de préparation incriminés sont exclusivement ceux qui tendent à la commission des infractions mentionnées au grand 2 de l'article 421-2-6. Infractions qui constituent non seulement des actes de terrorisme, mais aussi des atteintes aux personnes, à l'exclusion des atteintes aux biens. Deuxièmement, la préparation de ces actes doit être obligatoirement caractérisée par 2 faits au moins que le législateur a spécifiés. Troisièmement, ces faits doivent nécessairement avoir été accomplis par l'auteur lui-même. Par ailleurs, le fait de préparer intentionnellement la commission d'un acte terrorisme est en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste. Un tel fait ne saurait être comparé au simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation régulière auxquelles vous aviez dénié une telle relation et par conséquent la possibilité d'être qualifié d'acte de terrorisme. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nécessité de faire obstacle aux entreprises individuelles terroristes, et compte tenu du champ d'application strictement limité que le législateur a assigné à l'incrimination contestée, le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits des peines est infondé. Le principe de l'égalité des délits ne peut davantage être regardé comme ayant été méconnu, le législateur ayant précisément défini à la fois l'élément matériel et l'élément moral du délit en des termes qui ne sont ni obscurs ni ambigus. En ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, le législateur a subordonné sa caractérisation à la condition que 2 actes préparatoires soient établis et a spécifié ces actes. Sans revenir sur l'énumération de ces actes matériels, il convient simplement de noter que ces dispositions ont pour objet d'imposer que soient établis au moins 2 actes préparatoires. Là où l'article 222-14-2, que vous avez déclaré conforme à la Constitution, n'en est exigé, le cas échéant, qu'un seul. Certes, comme l'ont fait valoir, cette incrimination impose en outre de caractériser la participation de la personne à un groupement, ce qui n'est pas le cas des dispositions contestées par définition. Mais la nécessité de cette caractérisation supplémentaire a pour objet de contrebalancer le fait que l'incrimination prévue à l'article 222-14-2 n'exige pas que les actes préparatoires à l'infraction soient dans tous les cas accomplis par l'auteur lui-même.
Par ailleurs, chacun des faits prévus par les dispositions contestées doit être établi et ne saurait être supposé, comme on le soutient. Il ne saurait non plus être involontaire, comme on l'a soutenu également dans le cours d'instruction écrite. Il convient d'ajouter que l'infraction contestée, comme tout crime et délit, ne saurait être caractérisée indépendamment de son élément moral. Pour apprécier le caractère suffisamment clair et précis des termes de l'incrimination précédemment cités, prévu à l'article 222-14-2 du Code pénal, vous avez ainsi relevé qu'il est ajouté que pour encourir la condamnation, l'auteur doit avoir participé sciemment au groupement. C'est en éludant de son argumentation l'obligation de caractériser l'élément moral qu'imposent expressément les dispositions contestées que le requérant en vient citer des exemples qui sont étrangers à l'objet que s'est assigné le législateur et à la lettre du texte contesté. En ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, les dispositions contestées exigent la caractérisation d'une double intention. D'une part, le comportement incriminé doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, selon le terme même du premier alinéa, terme que vous aviez jugé conforme à la Constitution en 1986. D'autre part, le fait matériel doit également être accompli en vue de préparer la commission des actes de terrorisme les plus graves, qui sont limitativement énumérés au grand 2 de l'article contesté. L'élément moral n'est pas présumé par les dispositions contestées qui exigent au contraire expressément sa caractérisation en tant que telle. Cette exigence ressort clairement de la rédaction du premier alinéa qui impose successivement que la préparation de la dite infraction soit intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et qu'elle soit caractérisée par les faits énumérés au premièrement et au deuxièmement. Le grand 2 ajoute encore de façon distincte que le grand 1 s'applique exclusivement à la préparation de la commission des infractions qu'il énumère limitativement. Il s'agit là encore d'une différence notable avec l'infraction d'association de malfaiteurs à but terroriste. Contrairement à ce que prévoient les dispositions contestées, la caractérisation du groupement ou de l'entente n'est pas subordonnée à la détermination précise des infractions projetées, l'entente étant punissable dès lors qu'il est établi qu'elle tend à la commission d'infractions de nature terroriste sans qu'il soit besoin de les individualiser ni même de les préciser. Les dispositions contestées ont en revanche un champ d'application délibérément plus restreint en imposant des éléments probatoires accrus quant à la finalité de l'entreprise poursuivie par son auteur et la définition de l'infraction précise qu'il entend projeter, qu'il entend commettre. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont conformes au principe de l'égalité des délits des peines, ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines, qui repose sur la même argumentation que les deux précédents griefs. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement vous invite à déclarer ces dispositions conformes à la Constitution. Merci, Monsieur Potier. Alors, est-ce qu'un des membres du Conseil souhaite poser une question? Oui, Madame la conseillère Maestracci. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais poser deux questions. Une première question est une question de chiffres. Je voulais savoir si le gouvernement avait des éléments sur le nombre de condamnations, éventuellement le nombre de poursuites qui ont été engagées sur le fondement de ce texte depuis l'adoption de la loi. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur le premièrement de l'article qui nous est soumis, sur le terme de détenir. C'est une question qui se pose au gouvernement et également aux avocats. Est-ce que le mot détenir qui peut s'appliquer à un objet qui était déjà détenu bien avant que l'intention terroriste se manifeste. Ce mot de détenir a été, je crois, ajouté par le gouvernement. Il n'était pas dans le projet initial et je voulais avoir votre appréciation sur ce mot détenir et sur le fait qu'il pourrait suffire à caractériser en tous les cas la condition du premièrement. Monsieur Potier. En ce qui concerne la première question, aucune condamnation n'a été prononcée en 2015. S'agissant de l'année 2016, les statistiques ne sont pas encore complètes, mais d'après les informations qui ont été transmises par le parquet antiterroriste de Paris, 6 affaires ont été recensées.
Une condamnation a été prononcée, 3 procédures sont en cours, un non-lieu a été prononcé dans la présente affaire, et une autre affaire a été enregistrée. S'agissant de la seconde question, cet ajout a eu pour objet que les dispositions puissent s'appliquer à des personnes qui possédaient, par exemple, déjà des armes dangereuses et qu'elles ne puissent pas être réservées à l'avenir pour les personnes qui feraient des actes d'acquisition, ce qui aurait restreint le champ d'application des dispositions contestées et fait obstacle à la répression des actes préparatoires déjà commencés. Merci. Si un des avocats veut ajouter un point, je vous en prie. Je vais juste donner deux éléments sans leur donner un tour polémique. Le premier, c'est que je suis frappé du fait qu'on nous présente comme une nécessité absolue de la lutte contre le terrorisme la violation de tous les principes pour finir par conclure qu'en réalité, il y a extrêmement peu d'actions engagées sur cette base. La deuxième chose, c'est sur le problème de la détention. C'est très simple, et je prendrai un autre exemple que l'exemple du terrorisme, parce que je me suis efforcé d'y réfléchir. Prenez le cas d'André Breton, par exemple, qui à l'époque était notoirement trotskiste et écrivait même d'ailleurs, et appelait même à la commission d'attentat. Vous vous souvenez, l'acte surréaliste le plus simple consiste à descendre dans la rue, revolver au poing. Ceci caractérise, à n'en pas douter, une intention, affirmée de la manière la plus claire. Comme moi, André Breton fumait la pipe, il avait donc chez lui des boîtes d'allumettes, et ces boîtes d'allumettes sont indiscutablement un objet dangereux au sens du premièrement, condition qui s'applique seule. Sur le fondement de ces textes, on aurait pu donc envoyer André Breton au ballon, ce qui aurait été extrêmement regrettable. D'autres questions? Il n'y en a point. Oui, monsieur le président Charas. J'ai simplement pas très bien compris ce que vous avez indiqué tout à l'heure quand vous avez parlé de Bouchardon, de Laval et de Pétain. Est-ce que vous avez contesté l'instruction de Bouchardon ou simplement cité au passage? J'ajoute que vous auriez pu rappeler également que le même Bouchardon avait été le juge de Mata Hari. Affaire à spécialiste. Il était le juge de Mata Hari et également du père de l'auteur de Zéro de conduite, qui était à l'époque un anarchiste du bonnet rouge. Donc je citais Bouchardon parce qu'il est très très révélateur. Bouchardon, comme servant, est un magistrat qui passait pour extrêmement répressif et qui, est très militaire, il a été mobilisé comme magistrat militaire, et quand il a publié ses souvenirs, après avoir pris sa retraite comme conseiller à la Cour d'appel de Paris en 1938, donc avant d'être rappelé, il passe en revue l'ensemble des procès criminels auxquels il a participé. Ce qui est très frappant, c'est de voir ce magistrat, même extrêmement répressif, se montrer un défenseur extrêmement rigoureux du régime de la preuve et du régime des droits de la défense, ce qui tranche tout à fait avec ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Voilà. D'autres questions, des débats historiques? Non. Très bien. Nous allons réfléchir à tout cela et nous rendrons notre décision publique après en avoir délibéré le 7 avril 2017 à 10 h. La séance est levée.